Rétablir les accusations de trahison. Commencez à annuler les citoyennetés. Cessez de vous excuser pour votre supériorité politique et technologique. Commencez à traiter cette menace interne de la même manière que vous traitez la menace externe de Poutine. Commencez à légiférer et à mettre en œuvre ces nouvelles lois, sinon la véritable extrême droite contrôlera le récit et prendra ces mesures que je viens de mentionner. Durant mon enfance au Pakistan, j'ai vu de nombreux intellectuels pakistanais qui ont essayé d'éduquer leur propre peuple. Ils disaient souvent que l'Occident n'est pas à blâmer pour nos échecs. L'Occident n'est pas responsable de la corruption dans nos pays, ni de notre incapacité à construire des ponts ou à fabriquer des voitures et d'autres produits de haute technologie. Oui, nous avons été colonisés, mais c'était il y a 75 ans. Nous avons eu beaucoup de temps pour construire nos propres pays. Et surtout, disons que l'Occident conspire contre nous, alors honte à nous de continuer à tomber dans leur complot alors que nous ne pouvons pas conspirer contre eux. Ce sont quelques-unes des pensées d'un célèbre intellectuel pakistanais, Hassan Nissar. Il semble que le peuple pakistanais n'ait pas pris en compte ces conseils, sauf le dernier que je viens de mentionner. Oui, nous ne nous sommes pas améliorés en sciences et technologies, nous n'avons pas amélioré nos bilans en matière de droits de l'homme, nous n'avons pas établi de système politique solide ou renforcé nos institutions démocratiques. Non, nous ne nous sommes améliorés en rien. Mais nous avons écouté ces conseils sur la conspiration contre l'Occident en réponse à leur supposée conspiration. C'était un long projet s'étendant sur plusieurs générations, ou du moins 30 à 40 ans. Des centaines de milliers d'immigrants ont été envoyés vers l'Occident. Au début, ces immigrants étaient reconnaissants envers l'Occident pour les nouvelles vies offertes. Ils y ont fondé des familles qui ont profité des installations occidentales encore plus que leurs aînés. Ils sont devenus médecins, ingénieurs et entrepreneurs et sont devenus tout comme l'homme blanc. Mais pas tout à fait. Ils ont laissé leur pays du tiers-monde derrière eux, mais leur mentalité du tiers-monde et leur haine de l'Occident ne les a pas quittés. L'Occident a inconsciemment ou paresseusement façonné sa démographie et par conséquent son propre destin. Cette expérience sociale d'ingénierie démographique n'avait jamais été réalisée à une telle échelle auparavant. Initialement, dans les années 80 et 90, l'admission d'immigrants était très prudente et à une échelle si petite que ses effets néfastes n'étaient pas et ne pouvaient pas être remarqués. Oui, nous avions quelques médecins musulmans et travailleurs bon marché, mais rien de significatif. Et comme je l'ai dit plus tôt, la première génération d'immigrants était quelque peu reconnaissante. Ils ne maîtrisaient pas la langue de leur nouveau pays d'adoption aussi bien que les locaux. Ils ont fait face à des difficultés et même à un certain racisme, mais ils ont lutté contre cela. Les Blancs changeaient également en même temps. Ils abandonnaient leur complexe de supériorité raciale et commençaient à accepter les gens d'autres cultures. La situation s'améliorait. Et laissez-moi vous dire, il y a de nombreuses histoires de réussite de personnes venant d'autres cultures et s'intégrant pleinement dans la société occidentale. De nombreux Chinois, Vietnamiens ou Indiens de deuxième ou troisième génération ne sont pas divisés sur leur loyauté. À ma connaissance, il n'y a pas de société parallèle chinoise ou indienne en cours au Royaume-Uni ou en Amérique. Nous n'avons que les bons éléments inoffensifs de leur culture, tels que le Nouvel An chinois ou Diwali. Il n'y a pas de demande pour des tribunaux chinois spéciaux ou des tribunaux hindous. Mais oui, j'arrive à l'éléphant dans la pièce. Il existe un système parallèle à l'Ouest, et c'est le système islamique. Bien que la première génération n'ait pas causé beaucoup de problèmes, on ne peut pas en dire autant des deuxième et troisième générations. Malgré le fait qu'ils profitent pleinement de ce que l'Occident a à offrir, ils croient toujours que leurs loyautés sont envers leur religion et les pays d'origine de leurs parents. Laissez-moi vous montrer un exemple, et bien sûr, il y a littéralement des dizaines de milliers de tels exemples. Regardez cet universitaire pakistanais, né et élevé au Canada, dont les parents ne voyaient rien de mal à déménager dans un pays qui a été fondé en tant que colonie, usurpant les droits de la population indigène. Ils ne voyaient rien de mal à cela parce qu'à cette époque, ces routes brillantes avec une excellente infrastructure et des installations de santé et d'éducation presque parfaites semblaient bien meilleures que des idéaux sanctifiants comme abat le colonialisme. Ils pourraient dire qu'ils n'ont pas choisi de naître dans un pays colonial. Certes, nous ne choisissons pas notre pays de naissance, mais nous décidons du pays où nous vivons. Elle aurait facilement pu déménager dans n'importe quel pays qu'elle jugeait approprié grâce à la puissance des passeports de ces pays coloniaux. Au fait, que veut-elle dire par militante universitaire décoloniale?
Je veux dire, une sorte de faux sujet stupide existe réellement dans le monde universitaire occidental aujourd'hui. Je n'ai qu'un seul conseil pour elle. La charité commence à la maison, mais je suis sûr qu'ils auront une excuse pratique pour continuer à vivre dans ces merveilleux pays occidentaux tels que nous partirons une fois que nous aurons décolonisé ces pays coloniaux. Jetons un coup d'œil à l'un de ces postes viraux mais hypocrites. Vous savez ce que les colonisateurs n'avaient pas prévu, c'est que ceux d'entre nous nés et élevés à l'ouest, dans le vaisseau mère de la colonie, se retournent contre eux. Oui, tu as raison. Ils n'ont pas pris en compte des ingrats traîtres comme toi. Ils pensaient qu'une fois qu'ils t'auraient accueilli, nourri, logé et offert des commodités de premier monde, tu serais au moins loyal envers l'État qui t'a tant donné. Contre quoi te retournes-tu exactement? Les libertés qui te permettent d'exprimer ton désaccord, les institutions qui protègent ton droit de critiquer sans craindre des représailles. Supposons que c'est le cas. Le fait que tu puisses critiquer ces structures si ouvertement prouve leur résilience et leur valeur. Ils croyaient que nous leur serions toujours reconnaissants de leur bienveillance dans leur manière de nous emprisonner. T'emprisonner? Désolé, mais est-ce que quelqu'un t'a déjà menacé avec une arme? Je vous rappelle que vous êtes libre d'aller dans n'importe quel pays que vous idolâtrez, comme le Pakistan, votre pays d'origine. Mais nous savons pourquoi vous n'iriez pas là-bas. En dehors des coupures de courant, de l'instabilité politique et de la violence sectaire, vous seriez mise dans une burqa et deviendriez la mère de 10 enfants où votre mari exercerait régulièrement son droit divin de battre sa femme, comme le sanctionne le Coran, chapitre 4, verset 34. Si par emprisonnement vous entendez les systèmes juridiques et les contrats sociaux de l'Occident, ces mêmes structures sont celles qui vous permettent de vivre votre vie, de voyager dans le monde et d'exprimer vos opinions, contrairement à de nombreux pays où il existe une véritable oppression. Je vais répéter cela. Personne ne vous force à rester. Contrairement aux véritables sujets coloniaux, vous avez l'autonomie de partir à tout moment. Où se trouve exactement la prison? Ils pensaient qu'ils pouvaient coloniser nos esprits comme ils ont colonisé nos terres. Donc, en vous donnant une éducation, un mode de vie de premier monde, un passeport puissant, la liberté politique d'élire les dirigeants que vous jugez aptes et même la liberté d'expression pour que vous puissiez déverser du poison contre leur culture, leur peuple, leur gouvernement et leur État jour après jour. Est-ce cela la colonisation de l'esprit? Encore une fois, si c'est si mauvais, pourquoi ne partez-vous pas? Je détestais le Pakistan, son mode de vie, sa culture étouffante. Je suis parti sans jamais me retourner. J'ai déménagé dans le meilleur pays du monde et je ne laisserai pas ces décolonisateurs autoproclamés gâcher cela pour le reste d'entre nous qui sommes reconnaissants d'avoir eu une seconde chance dans la vie. Ils ignoraient que nous utiliserions leurs paroles et habits comme outils pour libérer les autres. Le même bavardage et les mêmes vêtements qu'elle n'aurait pas eus si ses parents n'avaient pas quitté leur pays du tiers-monde pour l'Ouest. Si ses parents étaient restés au Pakistan, elle serait devenue mère à 14 ans et serait maintenant mère de 14 enfants. Ils ne savaient pas que leur empire finirait finalement par une implosion. Ah, c'est là que les vraies couleurs se révèlent. Ils ne se reposeront pas avant que l'Occident ne tombe, la plus grande civilisation jamais créée par l'humanité, mise à genoux par ces traîtres. Outre leur hypocrisie, leur compréhension du monde est si confuse qu'ils ne parlent jamais, disons, du colonialisme arabe. Est-ce par commodité ou simplement par ignorance? Je vous laisse décider. Cependant, revenons au point que j'ai fait au début. Les intellectuels du monde musulman étaient assez réalistes et justes pour admettre leurs lacunes. Pourquoi ne voit-on pas ce réalisme chez la nouvelle génération d'intellectuels musulmans? La réponse est en fait très simple. Parce qu'à l'époque, l'Occident ne s'excusait pas pour sa supériorité et sa dominance. L'Occident était fier de ses réalisations et aussi disposé à admettre son passé à travers une véritable académie. Cette honnêteté était unique à l'Académie occidentale. En revanche, l'Académie musulmane a toujours excusé sa cruauté passée. L'honnêteté de l'Occident a peut-être engendré le monde d'auto-détestation actuelle. Les universitaires occidentaux encouragent aujourd'hui ces individus et contribuent à démanteler la civilisation occidentale. Un universitaire occidental affirme que le Hezbollah et le Hamas sont des mouvements progressistes. De même, je pense que oui, comprendre le Hamas, le Hezbollah comme des mouvements sociaux qui sont progressistes, qui sont à gauche, qui font partie d'une gauche mondiale est extrêmement important. Cela ne nous empêche pas d'être critiques envers certaines dimensions de ces deux mouvements.
Cela n'empêche pas ceux d'entre nous qui s'intéressent à la politique non violente de poser la question s'il y a des alternatives à la violence. Un engagement crucial et important devrait être intégré dans la conversation à gauche. Nasrallah qui a ordonné de tuer tous les homosexuels au Liban. Selon les études, quiconque s'implique dans l'homosexualité ne peut pas en sortir. Ils sont coincés. Dans le cas de l'homosexualité, dès la première fois, même s'ils n'étaient pas mariés, ils doivent être tués. Et ces universitaires au cœur saignant et éveillé nous disent que le Hezbollah et le Hamas sont progressistes et que c'est un mouvement de gauche. De nos jours, les universitaires occidentaux encouragent ces individus et contribuent à démanteler la civilisation occidentale. C'est là que réside le cœur des problèmes d'aujourd'hui. L'Occident doit être sans regret pour son passé, tout comme toutes ces autres civilisations. Nous n'avons pas à appuyer sur le bouton de l'auto-annihilation simplement parce qu'il y a 200 ans, l'Occident a eu beaucoup plus de succès que le monde musulman à coloniser le monde. En fait, je dirais que l'Occident était encore des kilomètres mieux que ses contemporains selon les normes de l'époque. L'Occident a industrialisé le monde en tirant de grands bénéfices au passage. Le Pakistan a toujours d'excellentes universités, hôpitaux et écoles construits par les Britanniques. Maintenant, je ne suggère pas que les habitants locaux n'ont pas souffert aux mains des maîtres coloniaux comme les Britanniques, mais je peux dire que les habitants du sous-continent étaient mieux lotis sous les Britanniques que sous leurs précédents maîtres coloniaux, les musulmans, et certains diraient même sous leur gouvernement actuel. Chaque civilisation a été construite sur des cadavres. Nous n'avons pas à les juger sur la façon dont ils ont commencé, car si nous le faisions, le monde entier devrait être démantelé. Jugeons les civilisations sur le traitement actuel de leurs citoyens. L'Occident a construit des merveilles technologiques, nous a emmenés sur la Lune et ira au-delà, et a créé les normes des droits de l'homme pour la civilisation, qui n'auraient jamais pu être imaginées dans aucune autre civilisation. Donc pour conclure, j'ai bien une solution, bien que pas très populaire, même parmi mes pairs. Comme l'a dit Karl Popper, nous n'avons pas à être tolérants envers l'intolérance, car cela créerait un monde d'intolérance. De même, je propose que la liberté d'expression ne devrait jamais être étendue à ceux qui souhaitent mettre fin à la liberté d'expression. Oui, je suis aussi un croyant de la citation dorée de Voltaire. Je désapprouve ce que vous dites, mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire. Cette citation nous donne en fait l'idée que Voltaire était un absolutiste de la liberté d'expression. En fait, cette citation ne vient pas de Voltaire. Elle provient en fait d'Evelyn Beatrice Hall dans son livre de 1906, Les Amis de Voltaire, résumant les opinions de Voltaire. On dit que Voltaire lui-même n'était pas un absolutiste de la liberté d'expression. Quoi qu'il en soit, cette citation provient d'un monde et d'une époque différents. Et pendant cette période, le débat était entre l'Église chrétienne et le nationalisme. À cette époque, pour pouvoir s'opposer à l'hégémonie de l'Église catholique, des personnes comme Voltaire prônaient de larges protections de la liberté d'expression pour contester l'autorité de l'Église. La liberté d'expression devrait être maximisée, mais pas rendue absolue. La liberté d'expression est essentielle pour critiquer le gouvernement et ses politiques, mais ne peut pas être utilisée pour supprimer cette même liberté. En fait, c'est l'argument que les démocrates présentent dans cette élection en cours aux États-Unis. Ils disent que Donald Trump serait le dernier président élu des États-Unis et qu'après cela, il y aurait une dictature. Je ne crois pas à cette théorie du complot. Mais si vous regardez cet argument, voteriez-vous pour quelqu'un pour démanteler la démocratie? C'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 1930. Ils ont élu Hitler et ensuite ils n'ont pas pu se débarrasser de lui. Alors, pourquoi donneriez-vous la liberté d'expression à ceux qui veulent mettre fin à la liberté d'expression en utilisant la liberté d'expression? C'est une notion autodestructrice, tout comme être tolérant envers l'intolérance. Enfin, je conteste la notion défendue par les absolutistes de la liberté d'expression qui soutiennent que la seule façon de contrer les mauvaises idées est avec de meilleures idées. C'est une position noble qui a fonctionné dans de nombreuses démocraties occidentales pendant près de 3 siècles. Cependant, cette notion ne fonctionne que lorsqu'il y a un niveau de base de valeurs partagé et un accord sur les règles du discours. Prenons l'exemple américain. Les pères fondateurs américains ont longuement débattu sur les limites de la liberté d'expression. Lorsque le président John Adams craignait une guerre avec la France, il a soutenu la loi sur la sédition de 1798 qui a temporairement restreint la liberté d'expression malgré sa protection par le Premier Amendement.
L'Amérique aurait facilement pu se diriger vers un État plus autoritaire, mais des leaders comme Thomas Jefferson et James Madison ont travaillé pour restaurer la liberté d'expression à la fois politiquement et juridiquement. La loi sur la sédition a expiré en 1801 et après l'élection de Jefferson en 1800, il y avait un consensus plus fort sur l'importance de la liberté d'expression. Le point clé est que la liberté d'expression en Amérique a été préservée parce que la nation a atteint une compréhension partagée de son importance, même après un conflit politique intense. La liberté d'expression n'a fonctionné que parce qu'elle était soutenue à travers le spectre politique une fois que les désaccords initiaux ont été réglés. Un tel accord entre les Occidentaux et les musulmans n'existe pas. Si des pères fondateurs comme Jefferson et Madison s'étaient opposés à la liberté d'expression ou étaient restés divisés, l'Amérique n'aurait peut-être pas développé les protections robustes du premier amendement que nous connaissons aujourd'hui. La survie de la liberté d'expression reposait sur ce large consensus, pas seulement sur des principes abstraits comme laisser les personnes qui ne respectent pas la liberté d'expression utiliser la liberté d'expression et que les meilleures idées gagnent. Et même si c'était le cas, le fait que cela ait fonctionné dans le passé ne signifie pas que cela va fonctionner à l'avenir. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que les musulmans qui ont des valeurs fondamentales différentes et qui ne croient pas au concept du monde libre seront convaincus par vos contre-arguments à leur position totalitaire et anti-occidentale? Ils ne le seront pas. Surtout lorsqu'ils nourrissent une animosité profondément enracinée envers l'Occident. Non-croyants, non-musulmans, nous le détestons pour l'amour d'Allah. La raison en est qu'il est sur le kufr. Donc cette haine que j'ai, je ne la fais qu'en termes de soumission à Allah. Et avec cette soumission, il y a des limites. L'amitié entre musulmans et non-musulmans sur la base du verset du Coran qui ne prend pas les juifs et les chrétiens comme awliya. Allah nous a interdit de prendre les juifs et les chrétiens comme alliés proches. Me soutenir un kafir contre un autre musulman, c'est haram. Sans aucun doute, c'est haram. C'est un acte maléfique. C'est un péché maléfique. Vous ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont en fait alliés les uns des autres et quiconque est un allié parmi vous, alors en effet, il est l'un d'eux. C'est de notre religion que nous devons les haïr pour l'amour d'Allah. L'hostilité et la haine signifiant que nous sommes des ennemis. Soyons honnêtes, il n'y a pas d'amour entre nous. Nous ne sommes pas du même avis. Nous ne sommes pas amis. Est-ce logique? Nous sommes des ennemis. Les koufars, nous détestons les koufars. Pour l'amour d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en Allah. Aimer les musulmans et détester les non-musulmans, être loyal envers les musulmans et ne pas être loyal envers les non-musulmans. De continuer à combattre les chrétiens et les juifs jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya. Donc les contraindre à donner la jizya montre clairement qu'il s'agit de forcer les gens à devenir musulmans. Si tu t'allies avec les mécréants de quelque manière, de forme ou façon que ce soit, si tu t'allies qu'avec les mécréants, tu es un mécréant parce que tu t'allies à une nation mécréante qui croit dans le koufr et le shirk. Les mécréants qui sont les ennemis sont les mécréants. Vous pouvez continuer à leur accorder la liberté d'expression et la liberté de protester contre les fondements même de la société occidentale et essayer de les contrer avec vos idéaux élevés, mais cela ne fonctionnera pas. Tout comme vous croyez en la liberté d'expression, ils croient en son absence. Comment se passent les choses avec les manifestants pro-Hamas et pro-Hezbollah à travers l'Occident? Chaque pays occidental a essayé de le gérer comme il le ferait avec des anarchistes occidentaux, mais ils ont tous échoué à faire face à ces manifestants pro-Hamas, pro-Hezbollah, parce qu'ils n'ont aucun respect pour vos valeurs. Ils n'utilisent vos valeurs contre vous que jusqu'à ce que le résultat souhaité soit atteint. Par conséquent, dans l'effort pour protéger leur droit à la liberté d'expression, les sociétés occidentales sont souvent contraintes de réprimer les contre-manifestants. Prenons l'exemple de la Grande-Bretagne. L'Occident doit cesser d'accorder la liberté d'expression à ceux qui cherchent à le démanteler. Ramenez les accusations de trahison. Commencez à annuler les citoyennetés. Cessez de vous excuser pour votre avance politique et technologique. Commencez à traiter cette menace interne de la même manière que vous traitez la menace externe de Poutine. Commencez à légiférer et à mettre en œuvre ces nouvelles lois, sinon la véritable extrême droite contrôlera le récit et prendra ces mesures que je viens de mentionner. Pourquoi le repousser jusqu'à ce qu'il soit trop tard? J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Aimez, partagez et abonnez-vous.
Vous pouvez également soutenir cette chaîne en devenant un mécène sur patreon.com/HarrisSultan ou en m'achetant un café sur buymeacoffee.com/HarrisSultan. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Donnez-lui simplement un like et partagez-la avec vos amis. À la prochaine fois. Ciao! Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir mon mécène en allant sur patreon.com/HarrisSultan ou vous pouvez simplement m'acheter un café.